Qui a fait sauter Nord Stream? Mais vous, bien sûr. Ah, j'étais occupé ce jour-là, je n'ai pas fait sauter Nord Stream, mais je vous remercie. Vous avez peut-être un alibi, mais la CIA n'en a pas. L'interview de Poutine, la fameuse interview du président Vladimir Poutine qui fait autant parler. À l'origine publiée sur les profils personnels X et sur la chaîne YouTube de Tucker Carlson, cette vidéo a rapidement été très populaire et a rapidement été reprise par de nombreuses autres chaînes de télévision nationales à travers le monde. Et le nombre total d'internautes et de téléspectateurs ayant eu accès à cette vidéo pourrait rapidement atteindre le milliard à terme parce que ça a fait beaucoup de vues. Dans le monde francophone du Sud, Sputnik Afrique et Russia Today en français ont diffusé l'interview à la fois par vidéo et par écrit. Donc ils ont fait une retranscription intégrale de la vidéo en plus de la vidéo traduite. Lien en description. Cette interview aura une influence décisive sur l'évolution des confrontations entre l'Occident affilié à l'OTAN et le mouvement vers la multipolarité qui se déploie sur tous les fronts où les deux camps s'affrontent. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Le récit promu par l'OTAN et Kiev est clairement remis en question à l'échelle mondiale et même au sein de l'opinion publique des pays de l'OTAN. Ce documentaire va sans doute renforcer la popularité du président russe alors qu'il est en campagne pour sa réélection dans 5 semaines. Il est maintenant très probable qu'il obtienne un score dépassant même les 80% au premier tour, bien loin des performances des dirigeants occidentaux dans leur propre pays. Aussi, il va booster grandement l'audience et l'influence de Tucker Carlson, qui est un fervent soutien de Donald Trump, il faut le rappeler. Quel autre journaliste au monde peut se vanter de faire 200 millions de vues sur un seul tweet en à peine 96 heures? Très peu. Les réactions hostiles envers Tucker Carlson risquent d'être particulièrement virulentes, surtout en France où les attaques personnelles et les fausses déclarations sont souvent utilisées par certains journalistes qui manquent d'arguments solides. Maintenant, de l'autre côté, selon leur méthode habituelle et bien connue maintenant, les médias américains pourraient essayer de discréditer Tucker Carlson en fabriquant des allégations de harcèlement sexuel, en créant de faux témoignages, voire en lançant les habituelles accusations de pédophilie, de complotisme ou encore d'antisémitisme. Je pense qu'on connaît déjà la chanson, elle a déjà été tellement chantée. En tout cas, cette interview va booster le déclin du président Biden qui accumule les erreurs. L'affaiblissement de Biden pourrait être un avantage pour Trump dont les élections pourraient vraisemblablement mettre un terme à l'approche belliqueuse, très belliqueuse et omniprésente de la politique étrangère actuelle menée par l'establishment néoconservateur, mondialiste et fortement influencé par le sionisme. En une interview, Poutine a réussi à influencer à la fois les médias traditionnels et les médias alternatifs. En une interview. Contrairement à la représentation véhiculée par les médias occidentaux au grand public, Poutine n'est ni un monstre ni un fou. De même, il ne correspond pas entièrement au portrait de révolutionnaire anti-occidental dépeint par certains médias alternatifs. Non, pas du tout. En réalité, le président Poutine est un politicien pragmatique dont les seuls objectifs sont de préserver la société russe conservatrice et nationaliste, de stimuler l'économie de manière significative et de garantir les intérêts de sécurité nationale, tout en cherchant la coopération avec d'autres nations dans une optique de bénéfices réciproques. L'interview de Tucker Carlson avec Poutine a suscité l'enthousiasme tant des médias grand public, les MSM, que de communautés des médias alternatifs, AMC, qui ont attisé les attentes de leur public avec des anticipations parfois irréalistes. Oui, les gars faisaient des prévisions qui n'ont pas du tout été vérifiées. Tous ces blocs de médias-là prévoyaient que le dirigeant russe arborerait un large éventail de sujets. Certains disaient qu'il allait faire de la propagande brute, tandis que d'autres spéculaient qu'il nuirait à la réputation de l'Occident. Donc il allait passer toute son interview à parler en mal de l'Occident. Cependant, les deux se sont totalement trompés. Dès le départ, le président Poutine a clairement indiqué qu'il s'agissait d'une conversation très sérieuse. Loin d'être un simple talk show, il n'est pas là pour faire le mariole, il n'est pas là pour divertir. Poutine a rapidement exposé son intention en se plongeant dans l'examen historique très détaillé de ce que l'on pourrait qualifier de
la question de l'Ukraine entre la Russie et la Pologne au fil des siècles. Il a aussi enchaîné en expliquant comment est-ce que ce sujet avait été abordé pendant la période soviétique. Son objectif était d'informer de manière exhaustive son auditoire sur le contexte précédant l'opération spéciale en prenant soin d'expliquer les motivations, d'expliquer intrinsèquement les motivations et les subtilités de chaque camp, afin que les auditeurs comprennent pleinement la situation et comprennent pleinement l'état des faits. Alors qu'il abordait la fin de la guerre froide, le président Poutine a réitéré l'intérêt sincère de la Russie à cultiver une nouvelle ère de relations avec l'Occident. Il a même souligné qu'il avait envisagé une fois que son pays rejoigne l'OTAN et a exploré la possibilité d'une coopération anti-missile conjointe avec Bush Jr. Cependant, les initiatives ont échoué, selon lui, principalement en raison de l'obsession de l'élite américaine pour la domination. Tout au long de l'interview, il a laissé entendre que la CIA est l'acteur principal en matière de politique étrangère aux États-Unis. L'Occident, dirigé par les États-Unis, a continué à promouvoir ses intérêts à somme nulle, donc seuls ses intérêts comptent, au détriment des intérêts nationaux et des objectifs de la Russie. Cela s'est par exemple manifesté par l'expansion de l'OTAN vers l'Est, en violation de ses promesses antérieures. Aussi, ça s'est manifesté par des tentatives de balkanisation de la Russie dans le Caucase du Nord. Malgré ces obstacles et ces violations des États-Unis, le président Poutine a persisté dans sa vision. Il a continué, même s'il a reconnu avec le recul que ça pouvait sembler naïf. Cette vision s'est incarnée dans les actions de la Russie pendant l'Euromaïdan et par la suite. L'Euromaïdan est un mouvement de protestation populaire qui a eu lieu en Ukraine à partir de novembre 2013. Il a commencé lorsque des Ukrainiens se sont rassemblés sur la place de l'indépendance à Kiev pour protester contre la décision du gouvernement de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne. Les manifestants étaient en faveur d'une intégration plus étroite de l'Ukraine avec l'Union européenne, alors que le gouvernement soutenait des liens plus étroits avec la Russie. Au fil du temps, les manifestations se sont intensifiées, attirant des centaines de milliers de personnes et devenant un symbole de la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme en Ukraine. Les affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité ont finalement conduit à la chute du gouvernement du président Viktor Yanukovych en février 2014. L'Euromaïdan a été un moment crucial de l'histoire récente de l'Ukraine et a conduit à des changements politiques majeurs dans le pays, ce qui a d'ailleurs découlé à la situation actuelle dans le pays, bien évidemment. Il a même révélé dans cette interview qu'il avait conseillé à l'ancien président ukrainien de démissionner et de ne pas recourir à la force contre l'opposition armée. Il lui avait suggéré d'accepter ce qu'il a lui-même qualifié de coup d'État par des moyens pacifiques à travers une série d'élections anticonstitutionnelles impromptues. Malgré cela, la CIA a réussi à mettre en œuvre son plan de coup d'État armé, même si l'Allemagne, la France et la Pologne agissaient en tant que garants de l'accord subventionné. Ce changement de régime radical a poussé la Crimée à rejoindre sa partie historique après que les putschistes aient promis d'opprimer les Russes. À cette époque, le Donbass s'est rebellé et la guerre civile ukrainienne a éclaté après que Kiev ait bombardé cette région et l'ait envahi. Et une fois de plus, même dans cette situation, le président Poutine a privilégié la paix et le pragmatisme à la guerre et aux ultimatums en optant en premier lieu pour les accords de Minsk. Les accords de Minsk sont une série d'accords visant à régler le conflit dans l'est de l'Ukraine où des groupes ont pris le contrôle de certaines parties. Les accords ont été négociés à Minsk en Biélorussie, d'où le nom. Les principaux accords de Minsk comprennent les accords de Minsk 1 signés en septembre 2014 et les accords de Minsk 2 signés en février 2015. Ces accords prévoyaient un cessez-le-feu, le retrait des armes lourdes, un accès humanitaire, une réforme constitutionnelle en Ukraine, des élections locales dans les zones concernées et un contrôle de la frontière ukraino-russe. Cependant, leur mise en œuvre complète a été entravée par des violations répétées du cessez-le-feu et d'autres obstacles politiques et militaires, bien évidemment. Les dirigeants allemands et français ont admis plus tard qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de les honorer. Cette série de révélations de Poutine a surpris les médias de grand public, qui ont passé leur temps ces dernières années à révéler une image différente de lui. Contrairement à ce qui était entendu, il ne s'est pas révélé être un monstre, être un fou, être un gars qui n'a pas de cerveau, mais plutôt un gars pragmatique, dépourvu de soif de sang, de troubles psychotiques ou encore de motivation idéologique. Il veut juste ce qu'il y a de mieux pour son pays. Il a même expliqué que l'opération spéciale était uniquement destinée à protéger les lignes rouges de sécurité nationale de la Russie en
Ukraine après que l'OTAN les ait franchis secrètement et ait refusé de se retenir. On n'a perçu aucune arrière-pensée chez lui car il maintient fermement l'opinion exprimée dans son travail majeur de l'été 2021 où il affirme que les Russes et les Ukrainiens sont essentiellement le même peuple, séparés seulement par leur superficie et par les influences extérieures à travers les siècles. C'est d'ailleurs pourquoi il avait cherché à rapidement mettre fin au conflit en cours. Et c'est toujours en espérant résoudre le problème qu'il est passé par le processus de paix d'Istanbul. Cependant, il admet respectueusement avoir encore été trompé. Une fois de plus. Après avoir ordonné à ses troupes de se retirer de Kiev comme geste de bonne volonté pour finaliser l'accord déjà paragraphié, Poutine à ce moment-là, au moment de signer, a été influencé par l'ancien premier ministre britannique et ce type l'a poussé à abandonner ce pacte détaillé et opter pour la continuation du conflit. Malgré cela, le leader russe exprime sa volonté de gérer ce problème par les moyens politiques. Mais il souligne que l'Ukraine devrait d'abord révoquer sa législation interdisant les négociations avec Moscou pour que cela puisse se faire, pour qu'il puisse négocier. C'est logique après tout. Si tu refuses de me parler, on ne peut pas discuter. Peu importe la manière dont cette guerre finit, le monde sera irrémédiablement changé à la fin de ce conflit par procuration. Poutine est convaincu que cette guerre a porté un coup significatif à la suprématie de l'Amérique. En réalité, une grande partie de ce changement découle d'initiatives internes. Après que l'élite a persuadé les décideurs de chercher à infliger une défaite stratégique à la Russie, ce qui est une ambition politique toujours irréaliste. À cette fin, l'utilisation du dollar comme arme s'est retournée contre les États-Unis eux-mêmes, accélérant le processus de dédollarisation, y compris parmi les alliés des États-Unis, sapant ainsi la base de leur puissance, c'est-à-dire le dollar. Le président Poutine a souligné que l'ordre mondial multipolaire émergent devra se concentrer sur la sécurité collective plutôt que sur le fait de diviser les blocs. Il exprime l'espoir que le droit international tel que énoncé dans la Charte des Nations Unies soit à nouveau respecté universellement avec le temps. Il estime aussi que l'intelligence artificielle et la génétique devraient être réglementées de la même manière que les armes nucléaires, mais reconnaît qu'une confiance mutuelle est nécessaire pour que cela se produise, ce qui est actuellement un gros défaut. En attendant, il nous a fait comprendre que des accords pragmatiques sont possibles sur d'autres questions comme les échanges d'espions, mais à ce niveau-là, il ne s'attend pas à beaucoup plus. Tout ce dont le président Poutine a discuté lors de cette interview avec Tucker, depuis le contexte historique de la question de l'Ukraine jusqu'aux détails sur l'évolution de la politique russe et ses interactions avec les dirigeants américains, a déjoué les attentes des médias occidentaux. Il ne s'attendait absolument pas à ça. Ce n'était pas simplement une série de points de discussion, mais c'était plutôt une série de cours magistraux sur les sujets complexes. Cependant, c'était important qu'il les aborde au bénéfice de ceux qui s'y intéressent. La première leçon à retenir pour le public est que la politique étrangère américaine est effectivement influencée par des membres de l'élite de sa bureaucratie permanente, souvent désignée sous le terme de l'État profond. Les gens comme ceux de la CIA, ce qui signifie que la CIA a plus de pouvoir sur la politique étrangère d'un pays que le président. Et cela est mis en évidence par le fait que les tentatives initiales de coopération avec la Russie de la part des présidents Clinton et Bush ont été entravées par la CIA. Le second point clé qu'on doit retenir, c'est que l'ingérence étrangère en Ukraine a transformé la question de l'identité de son peuple en une arme biologique visant à affaiblir la Russie qui aspire à vivre en paix et en prospérité avec ce pays. Le troisième point, c'est que le président Poutine n'a déclenché l'opération spéciale de son pays qu'après avoir estimé que son échec entraînerait donc, que l'échec de son pays entraînerait des problèmes de sécurité irréversibles, risquant à terme de conduire à la balkanisation de la Russie. Il a explicitement déclaré, il a explicitement dit que l'Occident poursuivait cette balkanisation comme étant le moyen de contenir la Chine. Le quatrième point qu'on souligne, c'est que cette obsession de domination au sein de l'élite politique, en particulier la CIA, est responsable de la déstabilisation du monde. Enfin, le dernier point met en lumière le désir de Poutine de parvenir à la paix par la diplomatie. On va s'arrêter là, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.